nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Une disparition inexplicable. Nina n'était pas le genre à tout plaquer du jour au lendemain et à fuir sans explication. Elle s'est littéralement volatilisée. Une enquête explosive. C'est vraiment un type étrange. Il a longtemps fréquenté des clubs SM. Il nous a avoué qu'il avait déjà tué 8 personnes. Au jeu du chat et de la souris, les enquêteurs finiront-ils par gagner? Il se croyait plus malin que le juge, le jury, la police. Il se croyait vraiment au-dessus de tout. Amour, mensonges et jeux interdits. C'est tout de suite dans Crime en haute société. L'été touche à sa fin. Nina Reiser est attendue pour le dîner dominical chez son amie Helen Doren, quelque part sur les hauteurs de Oakland, en Californie. À 18 h, toujours aucun signe de Nina. Helen Doren commence à s'inquiéter car Nina n'est pas le genre à poser des lapins à ses amis. À 31 ans, la jeune expatriée russe a tout pour être heureuse. Elle a repris ses études de médecine et s'est parfaitement acclimatée à la Californie. Nina était une personne merveilleuse, menue, très jolie, avec un sourire incroyable. C'était une femme pleine de vie, adorable avec tout le monde. Hélène s'impatiente et tente de joindre Nina par tous les moyens. Mais en vain. Elle finit par se dire qu'Anthony, le petit ami de Nina, l'a sûrement emmenée en week-end surprise ou quelque chose dans le genre, et qu'il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. L'hypothèse d'Hélène Doren s'effondre lorsqu'elle découvre qu'Anthony Zographos a quitté la ville et qu'il n'a pas vu Nina depuis plusieurs jours. Le lendemain, le 4 septembre donc, Anthony Zographos décide de partir à la recherche de Nina. Mais rien. Impossible de savoir où elle est. Elle n'a appelé personne et personne n'arrive à la joindre. Tout ce qu'Hélène Doren sait, c'est que la veille, vers 14 h 30, Nina a déposé ses enfants chez son futur ex-mari, Hans Reiser, un programmateur mondialement renommé. À l'époque, c'était quelqu'un d'influent dans son domaine, d'où le caractère encore plus exceptionnel de toute cette histoire. Cela fait maintenant 24 heures que Nina Reiser a disparu sans laisser de traces. On est lundi soir et Nina était censée récupérer les enfants à la sortie de l'école. D'après ses amis Hélène et Anthony, elle n'a pas pu l'oublier. Et pourtant, elle ne s'est pas manifestée. Ses enfants étaient tout pour elle. Le fait qu'elle ne se soit pas présentée à la sortie de l'école comme prévu est parfaitement incompréhensible. À moins qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. L'officier de police à qui Hélène Doren a signalé la disparition de Nina a immédiatement senti qu'il y avait anguille sous roche. À ce stade, une fouille du domicile de la disparue s'impose. Nous avons commencé par inspecter toutes les ouvertures pour tenter de déceler d'éventuels signes d'effraction. Puis, nous avons regardé à travers les vitres pour voir si l'intérieur avait été saccagé, s'il y avait des meubles renversés. À première vue, il n'y a rien à signaler. Le loyer de septembre était déjà payé, l'école était déjà payée, ses économies étaient à leur place habituelle. Tous ses vêtements étaient en ordre. Ses affaires de toilette, sa brosse à dents, sa brosse à cheveux, son maquillage. Rien n'indiquait qu'elle avait fait sa valise et qu'elle était partie. Les médias qui ont eu vent de cette mystérieuse disparition sont déjà sur le coup. Logique. Hans Reiser est alors une figure notoire dans le monde de l'informatique. Et surtout, Nina est une jeune femme sublime. Tandis que le visage rayonnant de Nina Reiser défile en boucle sur les chaînes d'infos locales, ses proches commencent à désespérer de la revoir un jour. Quand j'ai appris la nouvelle, quand j'ai su que Nina avait disparu, je l'ai appelée. Sur son portable, sur son fixe. Je suis parti à sa recherche. J'ai fait des rondes en voiture.
Plusieurs jours ont passé et j'ai continué de l'appeler parce que j'avais besoin d'entendre sa voix. Je me disais, Seigneur, faites qu'il ne lui soit rien arrivé. Mais généralement, quand les gens disparaissent comme ça, c'est qu'il leur est arrivé quelque chose. Des témoins ayant eu vent de la disparition de Nina par les journaux et les bulletins télévisés déclarent l'avoir vue au supermarché le jour de sa disparition. Aussi sereine qu'elle l'a toujours été. On a retrouvé une vidéo de surveillance montrant Nina en train de faire ses courses au supermarché. On la voit avec ses enfants en train de les pousser dans un caddie et de rigoler avec eux. Juste après, elle a passé un dernier coup de fil avec son téléphone portable à son mari Hans. Sûrement pour lui dire qu'elle allait avoir un peu de retard, vu qu'elle était censée déposer les enfants à 14 h et que l'appel a été passé à 14 h bien sonné. Le supermarché est situé à 15 minutes de la maison de Hans. Quelle conclusion faut-il en tirer? Hans étant la dernière personne à avoir vu Nina, les enquêteurs lui ont demandé « Vous savez ce qui a pu se passer? Vous savez où elle est ?» Mais l'homme n'en a pas la moindre idée. Nina a déposé les enfants au domicile de son mari comme tous les dimanches avant de repartir en direction des collines de Auckland. Elle s'est littéralement volatilisée. Pas de voiture, pas de Nina, pas de message, pas de traces. Les enquêteurs demandent un accès à la messagerie de la jeune femme. Avant que Nina ne disparaisse, Anthony Zographos, son petit ami, lui a laissé plusieurs messages pour le moins étranges. Interrogé par les enquêteurs, l'amant avoue qu'il y avait quelques tensions dans leur couple depuis quelques jours. Mais il nie fermement avoir le moindre rapport avec sa disparition. Il présume que sa compagne a décidé de partir quelques jours pour faire le point. Mais au vu des indices dont elle dispose, la police n'y croit pas une seconde. Les enquêteurs ont minutieusement épluché les comptes bancaires de Nina et les registres des services d'immigration pour tenter de retrouver sa trace et de déterminer si elle avait fui à l'étranger. Mais rien. À croire qu'elle s'était réellement évaporée. 8 jours plus tard, une découverte fait basculer l'enquête. On a retrouvé son monospace à environ 5 km de la villa de Hans, sur les hauteurs de Auckland, dans une rue résidentielle très calme, proche de la voie rapide. Le coffre était rempli de sacs. Il y avait pour environ 150 $ de provisions en train de pourrir dans la voiture. Mais aucune trace de sang, aucun signe d'agression. Le sac à main de Nina, son portefeuille, sa carte de crédit, tout est là. Son téléphone également. Mais un détail intrigue les enquêteurs. La batterie du téléphone avait été retirée. On l'a retrouvée en vrac au fond du sac. Ses amis et la police pouvaient donc toujours essayer de l'appeler ou de la localiser par GPS. C'était impossible. Une immense battue est aussitôt organisée dans les collines d'Auckland. Ils ont commencé par inspecter les endroits, et notamment un parc que Nina avait l'habitude de fréquenter. Ils ont ratissé les collines à 2 reprises. Ils étaient au moins 150. Des bénévoles, des policiers avec des chiens de recherche. Mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est tellement vaste. Tout le monde avait conscience que plus les jours passaient, plus les chances de retrouver Nina vivante s'amenuisaient. Ce n'est que le début d'une histoire aussi tragique qu'étrange qui va plonger les enquêteurs au cœur de mondes parallèles où geeks et sadomasochistes se côtoient pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Nina Reiser a disparu depuis 1 semaine et dans son entourage, plus personne ne se fait d'illusions. Nina n'était pas le genre à tout plaquer du jour au lendemain et à fuir sans explication. Dans un premier temps, j'ai refusé de croire au pire et puis il a bien fallu se rendre à l'évidence. Nous ne la reverrions jamais.
Des éléments dans le passé de la jeune femme pourraient-ils expliquer sa disparition? Nina était née et avait grandi en Russie, où elle avait fait des études de gynécologie. Elle avait passé l'été 2006 à réviser, car elle s'apprêtait à passer une équivalence pour pouvoir exercer aux États-Unis. Elle avait déjà renvoyé son formulaire et réglé les frais d'inscription. Fille de médecin, Nina a reçu une éducation exemplaire et a toujours été une élève brillante. Elle a également toujours su qu'elle ferait sa vie ailleurs qu'en Russie. Elle incarnait la joie de vivre. Elle croquait la vie à pleines dents. Un soir, à Saint-Pétersbourg, où elle fait ses études, Nina se rend au restaurant en compagnie d'une amie qui a rendez-vous avec un homme d'affaires américain, Hans Reiser. Elle y est allée pour servir d'interprète. Et au final, elle a rencontré l'amour. Elle est belle, intelligente, il est brillant et célèbre. Entre le gourou américain de l'informatique et la jeune étudiante russe, c'est le coup de foudre. Hans a eu une enfance plutôt solitaire et, croyez-le ou non, il était en échec scolaire. Et puis, à l'adolescence, à 14 ans me semble-t-il, soit avec plusieurs années d'avance, il a passé des tests d'aptitude scolaire et a été admis à l'université de Berkeley en Californie. Il n'a jamais passé de diplôme à Berkeley. Il faisait partie d'un programme d'études indépendant. En gros, il passait ses journées enfermé dans un labo devant un ordi. Si l'on en croit ses proches, il avait laissé tomber l'école parce qu'il trouvait que ce n'était pas assez stimulant. Grâce à Nemesis, la société de développement informatique qu'il a fondée, l'ancien mauvais élève s'est rapidement fait un nom au sein de la Silicon Valley. Il est la nouvelle étoile montante de l'informatique et son talent semble n'avoir aucune limite. Hans Reiser a conçu et développé un système de fichiers baptisé le Reiser File System, principalement utilisé par le système d'exploitation Linux. Dans le monde de l'informatique, c'est donc une célébrité. Tout le monde le connaît. Si le système de fichiers Reiser s'était imposé comme l'application principale de Linux, Hans Reiser aurait pu devenir milliardaire. Tout ça pour dire que Nemesis était une start-up très rentable. Moins d'1 an après sa création, elle pesait déjà plusieurs millions de dollars. Mais Hans Reiser a toujours refusé de vendre sa société. C'était un peu son enfant, son bébé. Dans les années 1990, l'informatique est en plein boom. Et Hans Reiser semble promis à une brillante carrière. Nina, elle, se moque bien qu'il consacre l'essentiel de ses loisirs aux arts martiaux, aux jeux vidéo et aux films de science-fiction. Elle est éperdument amoureuse du jeune programmateur. Elle finit par s'installer aux États-Unis en 1999. Elle est alors enceinte de leur premier enfant et elle épouse Hans dans la foulée. En parallèle de ses études de médecine, Nina travaille pour son mari au sein de l'entreprise. Il l'avait nommée chef comptable de la société. C'est elle qui surveillait les comptes et gérait les finances. Hans et Nina découvrent les joies du mariage. Leurs amis sont unanimes. Le couple nage en plein bonheur. Ils étaient heureux. L'avenir leur souriait, la société de Frank prospérait. Nina avait hâte d'obtenir son équivalence et d'exercer aux États-Unis. Et ils étaient fous de joie à l'idée de devenir parents. Je pense qu'au début, ils étaient vraiment heureux ensemble. Elle disait qu'elle l'avait épousé parce qu'elle l'aimait, qu'ils s'amusaient bien ensemble, qu'ils avaient tous les deux de grands projets pour la société de Hans, et parce que c'était un homme formidable et atypique. Rory Reiser voit le jour en 1999. Une petite sœur le rejoint 2 ans plus tard. Mais la complicité qui unissait Hans et Nina au lendemain de leur mariage n'est plus ce qu'elle était. Ils avaient une conception radicalement opposée de l'éducation. Nina voulait que ses enfants aillent à l'école et soient comme n'importe quel petit Américain. Hans, lui, considérait que les instituteurs étaient une nuisance pour les enfants et qui ne faisaient que gâcher leur potentiel. Un autre sujet fait débat au sein du couple. Hans refuse que Nina exerce la médecine. Il préférerait que sa petite femme reste bien sagement à la maison et s'occupe des enfants. 4 ans seulement après s'être dit oui pour la vie, le couple est au bord du gouffre. Un jour, j'ai offert 2 livres à Hans. Un guide pour les nuls sur la communication interpersonnelle et un autre sur le divorce.
Et je lui ai dit, je crois que tu vas en avoir besoin. À toi de voir lequel des deux tu préfères lire. Personnellement, je te conseille de feuilleter celui sur les principes de base de la communication. Mais Hans Reiser n'a que faire des conseils de ses amis. Le fossé qui s'est creusé entre son épouse et lui ne cesse de s'élargir. Il passe désormais le plus clair de son temps en Russie pour le travail, tandis que Nina élève leurs enfants toute seule en Californie. Les rares fois où Hans rentrait à la maison, il se conduisait davantage comme un touriste de passage qu'un mari. Entre eux, c'était le néant. Tout ce qui l'intéressait, c'était ses jeux vidéo, son judo et sa société. Il n'y avait pas de place dans sa vie pour une épouse, aussi aimante soit-elle. Hans tient néanmoins à garder un œil sur Nina. Il propose donc un marché à son ami, Sean Sturgeon. Hans et moi, on a quasiment le même âge. On s'est connus, on devait avoir 15-16 ans. On était tous les deux fans de Donjons et Dragons, et on était un peu des asociaux. C'est ce qui nous a rapprochés. Disons qu'on est l'un comme l'autre des personnes à part, chacun à notre façon. Tandis que Hans poursuit ses travaux en Russie et que Nina continue de gérer la santé financière de Nemesis à Auckland, Sean s'improvise manager et époux adjoint. C'est lui désormais qui veille sur Nina. Je savais très bien que Hans ne changerait jamais. Il promettait toujours qu'il allait faire des efforts, mais il n'en faisait rien. Et Nina et moi avons commencé à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Nina n'a pas seulement quitté Hans pour son meilleur ami. Nina a quitté Hans pour son seul et unique ami. Et on parle d'une amitié de 25 ans. Entre Nina et Sean, la romance est de courte durée. La jeune femme s'était prise d'un autre homme, Anthony Zographos, qu'elle fréquentait toujours au moment de sa disparition. Elle est néanmoins restée amie avec Sean Sturgeon, ce qui ne manque pas d'agacer son nouveau compagnon. Ça énervait Anthony de savoir que Nina était toujours en contact avec Sean et qu'il lui donnait occasionnellement de l'argent. Nina reprochait à Anthony de vouloir tout contrôler et d'être jaloux. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas sincèrement Nina. Lui et moi, en revanche, c'était une autre histoire. Une jeune femme disparue et 3 hommes jaloux. Faut-il y voir un lien? C'est bien la question que tout le monde se pose. Les policiers chargés d'enquêter sur la disparition de Nina Reiser tiennent 3 suspects. Son mari, dont elle est sur le point de divorcer, Hans Reiser. Son petit ami, Anthony Zographos. Et son ancien amant, l'ex-meilleur ami de Hans Reiser, Sean Sturgeon. Nous avons commencé à les surveiller tous les 3, de très près. Plusieurs amis proches de Nina décrivent Anthony Zographos comme quelqu'un de jaloux et possessif. Lorsque nous l'avons interrogé, Anthony Zographos a immédiatement affirmé qu'il n'était pas à Auckland le jour de la disparition. Évidemment, nous nous sommes empressés de vérifier si c'était vrai. Anthony était effectivement parti camper avec son ex-femme et leurs enfants. Il avait donc un alibi en béton. Les enquêteurs reportent alors leur attention sur l'ancien amant de Nina, Sean Sturgeon, qui, selon des sources sûres, dépanne régulièrement la jeune femme sur le plan financier. Nina Reiser devait pas mal d'argent à Sean Sturgeon. Il avait donc de très bonnes raisons de vouloir s'en prendre à elle, voire de se débarrasser d'elle. D'autant plus que l'ancien ami de Hans Reiser est un personnage pour le moins intrigant. Hans et Nina lui avaient demandé d'être garçon d'honneur à leur mariage. Et j'ignore le pourquoi du comment, mais il est arrivé à la cérémonie déguisé en drag queen, ce qui est tout de même assez étrange. Je sortais beaucoup à l'époque.
J'étais très branché cuir. J'avais commencé à me détacher un peu du milieu, mais le fait est que je fréquentais de nombreux clubs spécialisés et que j'étais toujours partant pour de nouvelles expériences. J'étais assez déjanté. Rien n'indique toutefois que Sean Sturgeon soit lié de près ou de loin à la disparition de Nina Reiser. Et l'on ne place pas un homme en garde à vue sous prétexte qu'il a des goûts étranges. En plus, Sean Sturgeon avait un alibi. Rien d'inébranlable, mais quand même. Le jour de la disparition de Nina Reiser, il faisait un extra dans un resto. Au final, s'il y a bien une personne qui possède toutes les raisons et les moyens de faire disparaître Nina, c'est son mari, Hans Reiser. Comme s'apprêtent à le découvrir les enquêteurs, cela fait plusieurs mois que le couple est en guerre, notamment au sujet de leurs enfants. J'ai eu affaire à de nombreux couples en crise dans ma carrière, mais Hans et Nina les surpassaient tous. Nina Reiser en voulait à son mari de traiter leurs enfants comme des adultes et de les autoriser, surtout leur fils, à jouer à des jeux vidéo et à regarder des films d'horreur ou de guerre très violents, ce à quoi Hans ne voyait absolument aucun mal. Hans passait son temps à menacer Nina par email interposé. Il n'était d'accord sur rien. Il n'était pas d'accord sur le choix des écoles. Il n'était pas d'accord sur le choix des assurances maladie, des médecins traitants. Ils avaient des rapports extrêmement tendus. Nina accuse Hans d'être cruel et négligent. Lui l'accuse d'être une mère indigne, adultère et voleuse. Hans prétendait que Nina avait détourné des centaines de milliers de dollars à l'époque où elle gérait la comptabilité de Nemesis. Après avoir vécu un conte de fées, le couple nage en plein cauchemar. Bien que son épouse ait tragiquement disparu du jour au lendemain, Hans Reiser ne décolère pas. Hans étant la dernière personne à avoir vu Nina, les enquêteurs lui ont demandé « Vous savez ce qui a pu se passer? Vous savez où elle est ?» Réponse de l'intéressé, voyez ça avec mes avocats. Point barre. Que cela plaise ou non à Hans Reiser, les enquêteurs vont devoir perquisitionner son domicile et son véhicule. Au pied d'un poteau situé entre le hall et la pièce à vivre, on a découvert des traces de sang, à environ 1,20 m du sol. Quant à la voiture de Hans, elle a mystérieusement disparu et a été remplacée par un véhicule de location. Nous savions pertinemment que Hans conduisait la voiture appartenant à sa mère, Beverly. Lorsque nous avons interrogé cette dernière, elle nous a expliqué que d'après son fils, la batterie était tombée en panne. Et elle affirmait ne pas savoir où se trouvait le véhicule. Aucun des voisins de Hans n'a revu le fameux véhicule depuis la disparition de Nina. L'un d'eux a néanmoins noté un fait étrange. 2 jours après la disparition de Nina, un voisin a vu Hans passer le jet devant sa maison pendant une bonne demi-heure. Il a trouvé ça bizarre parce que Hans n'avait pas pour habitude d'arroser lui-même ses plates-bandes. Il ne l'avait encore jamais vu avec un tuyau à la main dans son jardin. Les tests ADN sont formels. Le sang retrouvé sur le poteau est bien celui de Nina. Mais pour pouvoir déposer une plainte contre Hans Reiser, les enquêteurs doivent d'abord retrouver le corps de la jeune femme. On a vite compris que Hans ne coopérerait pas avec les enquêteurs. Néanmoins, il semblait évident qu'il était lié d'une façon ou d'une autre à la disparition de son épouse. Le juge chargé de l'affaire a donc donné son autorisation pour une mise sur écoute. 3 semaines se sont écoulées depuis la disparition de Nina lorsque les enquêteurs surprennent une conversation pour le moins étrange entre Hans Reiser et sa mère. Hello. Hi, Mom. Yeah. Et là, il se lance dans une diatribe sur l'air de « Il faut que je te raconte le divorce et toutes les choses horribles que Nina me fait subir. » You know, she didn't just abuse me. She looked for every possible way she could screw me and did it. You know, but Hans, as awful as these things are, it's still sad, whatever it is that's happened to Nina. Well, yeah. I mean, no matter all these things that she didn't deserve whatever it is that's happened to her. Don't you think? I think my children shouldn't be endangered by her.
But still, Nina didn't deserve whatever it is that's happened to her. Il est en train de confesser son crime. Yeah, and neither did I, and neither did Rory. Et il essaye de convaincre sa mère qu'il a eu raison de tuer Nina. All right, take it easy, hon. Bye bye, I love you. I love you a lot. L'enregistrement est accablant. Mais sans preuve tangible, les enquêteurs savent qu'aucun tribunal ne fera condamner Hans Reiser. La frustration est à son comble. C'est le début d'un véritable jeu de course-poursuite. Une équipe a décidé de prendre Hans en filature et le moindre de ses déplacements est désormais consigné. Hans a bien essayé de brouiller les pistes. Sur les voies rapides, il roulait à 50 km/h alors que la limite est de 100. Puis d'un coup, il prenait une sortie et il se réengageait à la bretelle suivante. Il essayait visiblement de voir s'il était suivi. Mais pour qui se prend-il? James Bond? Hans Reiser se croit plus malin que la police. Mais pourquoi tenter de lui échapper s'il n'a vraiment rien à cacher? Les enquêteurs surveillent leur suspect numéro 1 de près. Mais jusqu'ici, le petit génie de l'informatique a réussi à éviter tous les pièges qu'on lui tend. Il se déplaçait de manière complètement irrationnelle. De toute évidence, il voulait s'assurer qu'il n'était pas suivi. La police refuse néanmoins de baisser les bras. Plusieurs voitures le suivaient. Elles se relayaient fréquemment selon une stratégie mise au point par les chauffeurs et un avion surveillait également tous ses déplacements. Finalement, un après-midi, Reiser met le cap sur un quartier résidentiel d'Auckland entouré de parcs. Soudain, il arrête sa voiture et il commence à remonter la rue. Ça lui prend une demi-heure alors que n'importe qui ferait ce trajet en 5 minutes. Pensant que personne ne l'observe, Hans Reiser mène alors la police à l'endroit où il a garé sa voiture, le fameux véhicule que les enquêteurs recherchent depuis la disparition de Nina. Il le gare un peu plus à l'abri des regards, puis fonce chez sa mère qui vit non loin de là. La police peut maintenant entrer en action. La première chose qui a frappé les policiers, c'est qu'il n'y avait que 2 places dans le véhicule et que le siège passager avait disparu. Qui se promène dans une voiture 2 places dont il manque le siège passager? C'était pour le moins curieux et suspect. Les tapis de sol étaient mouillés et de l'eau stagnait par endroits. Quelqu'un avait visiblement cherché à faire disparaître des traces. Et ce n'est pas le seul élément compromettant. Dans la voiture, les policiers ont retrouvé 2 livres traitant des homicides, dont un qui explique qu'un meurtre est rarement résolu tant qu'on n'a pas retrouvé le corps. Hans Reiser avait vraisemblablement effectué des recherches sur les méthodes d'enquête de la police. Le programmateur a bien fait ses devoirs, mais il a sous-estimé ses adversaires. Il vient tout simplement de commettre une grossière erreur qui risque de lui coûter cher. Il a été arrêté avec 9 000 $ en liquide dans les poches et son passeport. Un autre détail intrigue les enquêteurs. Le suspect a pris soin d'ôter la batterie de son téléphone portable. Difficile de ne pas établir un parallèle avec le téléphone retrouvé dans la voiture de Nina. 6 semaines après la disparition de son épouse, Hans Reiser se retrouve derrière les barreaux pour homicide volontaire, bien que le corps de la victime n'ait pas été retrouvé. Je me suis demandé comment j'allais prouver la culpabilité de cet homme alors qu'on n'avait pas de corps. C'est rare que des gens soient condamnés sans preuve tangible. S'il veut gagner son procès, le procureur a intérêt à rassembler le maximum de témoins. Sean Sturgeon est évidemment sur sa liste. Et malheureusement pour l'accusation, il n'a pas dit son dernier mot. Sean Sturgeon nous a avoué qu'il avait tué 8 personnes et demie. Et demi, parce qu'il n'est pas certain que la 9e personne soit vraiment morte. Je leur ai dit franchement, arrêtez-moi, condamnez-moi pour meurtre. Il était hors de question que j'entre dans les détails et que je leur donne le nom des victimes. Faites-moi un procès, mettez-moi en prison. Les déclarations de Sean Sturgeon propagent une onde de choc. De toute évidence, ça changeait complètement la donne. Qu'est-ce qu'il fallait en déduire? Que Sean avait peut-être assassiné Nina?
Un tueur en série qui confesse ses crimes? Une ancienne maîtresse qui disparaît? Les enquêteurs se seraient-ils trompés sur toute la ligne? Sean Sturgeon, l'ex-petit ami de Nina Reiser, vient d'avouer qu'il avait tué au moins 8 personnes. À seulement un mois du procès, rien ne va plus et les jeux sont loin d'être faits. Il a expliqué à la police qu'il avait tué ces gens pour se venger des sévices et des atrocités qu'il leur avait fait subir, à sa sœur et à lui, lorsqu'ils étaient enfants. Sean Sturgeon affirme qu'il n'a rien à cacher. Il propose lui-même aux enquêteurs de fouiller son domicile et va jusqu'à leur remettre ses armes à feu. Il refuse néanmoins de leur confier plus de détails sur ses victimes. La police ne connaîtra pas leur nom. Impossible d'en savoir plus sur ces gens. Il a toujours refusé de les identifier. Inutile de dire que ça ne nous a pas facilité la tâche. Bien évidemment, nous avons effectué des recherches dans ce sens. Interrogé sur les raisons de cet aveu accablant, Sean Sturgeon explique à la police qu'il l'a fait pour éviter de témoigner au procès. Il estime qu'il a déjà été suffisamment humilié comme ça. Tous mes amis m'évitaient. Depuis que Hans leur avait révélé que je fréquentais des clubs SM et tout ça. Donc j'ai décidé de tout avouer à Paul Ora. Je lui ai dit que j'avais tué des gens, j'ai précisé combien et j'ai exposé mes raisons. Nous n'avons jamais réussi à prouver que Sean Sturgeon avait assassiné qui que ce soit. Ça n'aurait servi à rien de déposer une plainte. On n'a rien qui prouve qu'il ait assassiné 8 personnes. C'est vraiment un type étrange. Il a longtemps fréquenté des clubs SM. Ça aurait été maladroit de le faire témoigner au procès et de mettre en avant ses liens affectifs avec cette femme si douce et adorable. C'était parfaitement irresponsable d'avouer ses meurtres alors qu'on ne lui avait rien demandé. C'était le meilleur moyen de faire acquitter Hans Reiser. On a maintenant un deuxième suspect tout désigné, un homme qui affirme avoir tué 8 personnes. C'est difficile de faire condamner le mari maintenant qu'on sait que l'amant de Nina est un meurtrier et qu'on n'a jamais retrouvé le corps. Lourdement ébranlé, l'accusation décide de proposer un marché à Hans Reiser. Dites-nous où est le corps, dites-nous comment vous avez tué Nina, et en échange, on raccourcira votre peine de 3 ans. Mais Hans n'a rien voulu entendre. Il a choisi de tenter sa chance, pour reprendre l'expression du juge, et a demandé à comparaître. Je pense qu'il s'est dit, le corps n'ayant pas été retrouvé, ils n'arriveront jamais à me faire condamner. Je peux gagner ce procès. J'ai un bon avocat, ils n'ont pas de preuves tangibles. Je suis intelligent, je peux encore m'en sortir. L'arrogant n'est toutefois pas au bout de ses surprises. Le juge, qui a entendu Sean Sturgeon lors des audiences préalables au procès, a tranché et décidé que ses aveux étaient irrecevables. L'accusation marque un point, mais le combat est toutefois loin d'être gagné. Le premier jour du procès, Paul Ora a installé un chevalet au milieu du tribunal avec des photos de Nina Reiser et de ses enfants. Dès lors, le ton du procès a été donné. Il était là pour rendre justice à une mère de famille dont la voix était malheureusement éteinte à jamais. Il fallait convaincre le jury que cette femme n'avait pas seulement disparu, mais qu'elle était morte. Elle ne s'est pas enfuie, on l'a assassinée. Jamais une femme comme elle n'aurait abandonné ses enfants. La théorie du procureur est qu'une violente dispute a éclaté entre Hans et Nina lorsque cette dernière a déposé les enfants. Une dispute qui a ensuite dégénéré. Le plus vraisemblable était que Hans avait étouffé ou étranglé Nina. C'était facile pour lui, sachant qu'il est ceinture noire de judo. C'est finalement Rory, le fils de Hans et Nina, qui du haut de ses 7 ans va apporter la pièce manquante du puzzle. Au tribunal, l'enfant apporte un dessin qu'il a lui-même réalisé pour expliquer l'absence de sa mère. Il s'est réveillé en pleine nuit et là, il a constaté que son père n'était pas à ses côtés. Il a trouvé ça bizarre vu qu'ils avaient l'habitude de dormir ensemble. Il s'est donc levé et il a vu son père traîner un gros sac dans les escaliers. Et il a immédiatement deviné que sa mère était dedans. Il est sorti du box
Il s'est assis par terre. Et il a commencé à mimer son père, en train de tirer un gros sac dans les escaliers. Un gros sac qui, selon lui, contenait sa mère. C'est le pire souvenir que je garde de ce procès. La partie adverse a contre-attaqué en disant « C'est un geek, il est comme ça, il est bizarre, il n'est pas comme tout le monde. » Mais il n'y a rien de condamnable là-dedans, ça ne fait pas de lui un meurtrier, c'est juste un fou d'informatique avec un comportement un peu étrange. C'était assez malin de leur part, car c'est vrai que c'est un type étrange. Il est très mal à l'aise avec les autres. Les avocats de Hans Reiser ont réussi à reprendre le dessus, mais leur client se croit plus malin que tout le monde. Et malgré les tentatives de dissuasion de son propre camp, il a décidé de se présenter à la barre. Hans Reiser est vraiment d'une imbécilité sans nom. Jusqu'ici, il a réussi à contenir son arrogance. Mais donner une corde à un accusé dans un tribunal, même le plus brillant de tous, et vous pouvez être sûr qu'il finira par se pendre. Il était très courtois et il répondait sans détour aux questions qu'on lui posait. Dans un premier temps, j'ai trouvé qu'il se défendait plutôt bien. Il avait l'air tout à fait normal. Il était plutôt sympathique, plutôt gentil. Et à un moment donné, j'ai eu peur que ça se retourne contre nous. Mais le procureur a de la ressource et l'accusé est moins zen qu'il n'en a l'air. Qu'avez-vous fait du siège passager? Pourquoi avez-vous retiré la batterie de votre téléphone? Que faisiez-vous avec un tuyau dans votre jardin? Pourquoi avez-vous passé le jet à l'intérieur de votre voiture? Quand j'ai commencé à lui poser ces questions, il s'est décomposé. Il était incapable d'aligner deux mots. Il hésitait et il toussait systématiquement avant de proférer un mensonge. Il avait réponse à tout, mais paradoxalement, toutes ces réponses ne faisaient que renforcer sa culpabilité. J'ai senti que soudain, dans le jury, il n'avait plus trop la cote. Les jurés semblaient de plus en plus perplexes. Le grand Manitou de l'informatique semble avoir perdu ses pouvoirs magiques. Plus personne ne croit à ses mensonges, ni le jury, ni le juge, ni ses propres avocats. Il lui reste néanmoins une dernière carte à jouer. Deux jours et demi de délibération plus tard, le jury est prêt à rendre son verdict. Ils n'ont pas eu à réfléchir très longtemps, ils n'ont posé aucune question. Verdict, coupable d'homicide volontaire. Hans Reiser n'a toutefois pas dit son dernier mot. Je me souviens encore de sa réaction, car selon moi, elle en disait long. Il s'est levé et il a déclaré « J'ai fait du mieux que j'ai pu pour mes enfants ». En gros, c'est une façon de dire « J'ai tué leur mère pour les protéger ». C'est quoi ce raisonnement? On ne protège pas des enfants en tuant leur mère. Hans Reiser et ses avocats sont prêts à négocier. Ils veulent bien révéler l'emplacement du corps de Nina contre un allègement de peine. Durant le procès, M. Ora et moi-même avions eu l'occasion de parler à la mère de Nina et nous savions qu'elle souhaitait faire rapatrier le corps en Russie. Le procureur propose alors un nouveau marché à l'accusé. S'il accepte de dire où il a enterré la victime, sa peine de sûreté sera réduite de 25 à 15 ans. Si vous me dites où se trouve le corps de Nina, si vous me dites comment c'est arrivé, comment vous l'avez tué, que vous plaidez coupable pour meurtre avec préméditation et que vous renoncez à faire appel ensuite, nous allégerons votre peine. Pour les parents de Nina, le choc est dur à encaisser. Mais le corps de leur fille n'a pas de prix. Quant à Hans Reiser, il est prêt à passer aux aveux. Policiers, avocats et enquêteurs vont enfin savoir la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité sur cette sombre journée où la jeune mère de famille a disparu. We discussed the divorce, and this caused me to become enraged, and I killed her. And I shouldn't have done that.
I'm very sorry that I did. What method did you use to do it? Did you strike her? I stopped the blood flowing to her head. I placed my hands on both sides of her neck. And in the most unsophisticated chokehold that any judo instructor would completely despise you for ever using, I choked her. It was completely painless for her. It's the least painful way to die. Il l'a tuée dans le salon, près de la porte d'entrée. Il a affirmé que ça avait été très rapide et que les enfants n'avaient rien entendu. Ensuite, il a mis le corps dans un sac, un grand sac de voyage, et il l'a déposé dans le coffre de sa voiture. Et il l'a laissé là le temps de creuser un trou suffisamment profond pour l'enterrer. Apparemment, ça lui a pris 2 jours pour creuser le trou. Il attendait que les enfants dorment pour accomplir sa besogne. J'ai beaucoup repensé au dessin que Rory avait fait. Il avait raison, il avait vu juste. Sa mère était bien dans le sac. Comment ce petit garçon a-t-il pu deviner que sa mère se trouvait dans le sac? 3 jours après avoir accepté le marché du procureur, Hans Reiser guide les enquêteurs sur un chemin étroit du parc régional de Oakland Hills, attaché à son avocat par des menottes. On a quitté le chemin, on l'a coupé à travers les buissons, et 5-6 mètres plus haut, il nous a montré un talus sous les arbres. Elle est enterrée là, dans un sac de voyage. Les techniciens ont commencé à creuser, et on a vu apparaître la poignée d'un sac. Nina était bien là. Hans Reiser a finalement été condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 15 ans dans une prison fédérale. Le jour où Hans sera autorisé à sortir avec les autres détenus, il va vite se rendre compte que les prisons sont des lieux impitoyables et qu'il n'est peut-être pas aussi fort qu'il veut bien le croire. Il va également vite se rendre compte du calvaire que peuvent vivre certaines femmes. En même temps, c'est un juste retour des choses pour un homme qui a fait disparaître la sienne. À l'heure qu'il est, Hans Reiser pourrait être sous les cocotiers en train de dépenser ses millions et de savourer sa réussite. Mais finalement, c'est derrière les barreaux de la prison de San Quentin qu'il passera les prochaines années. Voilà ce qui arrive lorsqu'on ôte la vie à la mère de ses enfants. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.